été habituel. Je vais prendre mon sol. Nos appels pour un nouvel abord, pour une réconciliation vraie. C'est de la tolérance et le pardon que naît la vraie espérance. C'est de la tolérance et le pardon que naît la vraie espérance. Génération, c'est le plus solidaire. Ensemble pour la paix sur notre terre. Génération, c'est le plus solidaire. Pour bâtir une nation prospère. Merci, merci, merci à tous. Nous allons, sans plus attendre, donner la parole à Madame Wassa Coulibaly, représentante du GPS Royaume-Uni, une dame battante et aussi de l'Irlande du Nord, à cette belle cérémonie de la rentrée politique du GPS Royaume-Uni et Irlande du Nord. Nous avons une dame travailleuse, battante, toujours à pied d'œuvre. Donc sans plus attendre, nous allons écouter Madame Wassa Coulibaly avec vos ovations également. Dans une vingtaine de minutes. Madame Wassa Coulibaly, présidente du GPS Royaume-Uni. Alors, nous voilà réunis avec le professeur Franklin Nyamsi. Monsieur le professeur Franklin Nyamsi, coordinateur de la commission de formation élite de GPS, conseiller spécial de notre bien-aimé président Guillaume Kibafori-Soro, mesdames et messieurs représentants des partis politiques, honorables invités, chers sœurs et frères, militants et sympathisants de GPS. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette grande rencontre militante et festive qui marque le démarrage de nos activités politiques pour la nouvelle année 2024. Et comme pour symbole, cela se passe 3 jours après l'anniversaire de naissance de notre leader Guillaume Kibafori-Soro. Au nom de la délégation de GPS UK, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à notre président, le leader éclairé Guillaume Kibafori-Soro. Que le Tout-Puissant soit toujours votre guide et protecteur, Monsieur le Président. Avant de continuer, je voudrais, au nom de mes camarades de la délégation GPS UK, saluer et rendre hommage mérité à un grand homme de conviction qui, pour dire vrai, n'a plus besoin d'être présenté. Un intellectuel engagé pour la cause de notre cher continent africain. Cet homme, le professeur Franklin Nyamsi, est le conseiller spécial de notre leader générationnel, son Excellence Guillaume Kibafori-Soro. Cher professeur, permettez-moi de vous dire encore infiniment merci pour la spontanéité avec laquelle
vous avez accepté de donner cette conférence malgré votre agenda très chargé. Chers camarades, je pense que notre orateur mérite qu'on l'ovationne très fort. Par ailleurs, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos camarades de l'espace Schengen qui ont parcouru des kilomètres pour venir nous soutenir. Nommément, je voudrais citer Madame Meïté, membre de COC France, Monsieur Mohamed Diarra, membre de COC, représentant de GPS Benelux, Monsieur Coran Lacoste, COC France, Monsieur Sanogo Moli, COC France, et Monsieur Lafinet Diomandé, COC Luxembourg. Merci pour le déplacement. Mesdames et messieurs, l'occasion de cette rentrée politique nous offre l'opportunité de sacrifier à une tradition chère aux formations politiques qui veut qu'à un moment donné de l'année, l'on s'arrête pour faire le bilan des activités antérieures pour ensuite se projeter sur l'avenir en se donnant une feuille de route comme boussole. Chers militants de Génération et Peuple Solidaire, notre mouvement politique se positionne peu à peu sur la voie de sortie de la zone de turbulence. Depuis qu'il a été créé, porté sur les fonds baptismaux le 26 juillet 2019, notre famille politique n'a connu de répit. Et pour cause, notre chemin a été constamment joncé d'écueils. Les intimidations politico-judiciaires, les arrestations et emprisonnements arbitraires ont joncé notre jeune mais enrichissant parcours. Oui, GPS est jeune en âge, mais riche en résilience, dans l'engagement et la combativité. Nous avons été éprouvés, mais nous sommes restés debout. Cela mérite d'être salué. Il sied de rappeler que notre leader a été forcé à l'exil pendant 5 longues années, durant lesquelles ses proches collaborateurs, dont le vice-président Suleiman Kamraté, alias Soul Toussour, pour ne citer que lui, était maintenu en prison ferme. Devant cette épreuve, notre détermination s'est forcée, contrariant contre toute atteinte les pronostics de nos adversaires qui s'attendaient à nous voir abandonner la lutte. Grâce à notre résilience, hors pair, le rideau de fer qui s'était dressé sur notre chemin pour freiner la marche glorieuse des GPS a été brisé en 1000 morceaux. Depuis le mois d'août 2023, le printemps de l'espoir s'est installé sur le ciel de GPS avec ses fleurs d'espérance. Notre chef, le président de GPS, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, a décidé de mettre fin à son exil et s'est par la suite installé en Afrique. Chez nos frères d'à côté, qui, au nom de l'hospitalité africaine,
lui ont ouvert leurs bras. Que la lumière de nos mânes ancestraux luise sur eux et la lutte indépendantiste qu'ils ont engagée de si belle manière. Récemment, dans le mois de février 2024, nous avons obtenu l'élargissement de nos camarades emprisonnés depuis de longues années. Après sa libération, le vice-président Soul Toussoul s'est aussitôt lancé sur le terrain pour raviver nos troupes en attendant le retour de notre leader sur sa terre natale. Chers camarades, la présidentielle de 2025 est en ligne de mire dans le chaudron de cette bataille. L'heure est venue pour nous d'aiguiser nos forces comme un diamant acéré. Le débat est tout planté. La balle est dans notre camp. Ce n'est plus le moment de procrastiner. L'heure est à la mobilisation de nos bases, de nos militants. Envers et contre les obstacles que l'adversaire dressera devant nous, seule notre action courageuse sur le terrain établira la supériorité de la force des GPS dans les urnes. Je voudrais saisir ce moment solennel pour saluer la volonté assumée du président Guillaume Kibafori Soro de jouer sa part sans réserve dans le processus de décrispation devant conduire à des élections démocratiques, transparentes et inclusives en 2025. Ce n'est plus un secret, notre président a eu des contacts téléphoniques avec le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Dans la suite de cette dynamique, nous entretenons l'espoir d'avoir le nom de notre leader figuré sur la liste électorale, ce qui fera de lui candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous appelons nos compatriotes d'ici et d'ailleurs à s'approprier la vision de GPS et donner le pouvoir d'État à son président en 2025. Enfin, qu'en retour, il leur donne l'espoir de vivre et le bonheur tant recherché. À vous, militants de GPS, l'heure a sonné d'amplifier notre action sur le terrain afin de mettre le GPS dans le cœur de nos compatriotes. Notre leader rentrera bientôt sur la terre qu'il a vu naître pour matérialiser son rêve, celui de bâtir une nation réconciliée avec elle-même et entre ses filles et fils. Cette dernière semaine, rien qu'à scruter toutes les unes des tabloïds en Côte d'Ivoire, le seul politicien en vogue, c'est Guillaume Kibafori Soro. Comme les Anglais le disent, when you are on the top, you become the topic. Yeah. Ouais. Pour nous, militants de GPS, cela est un indicateur qui nous rassure. Sur ces mots, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun une très belle cérémonie. GPS, peuple uni, peuple fort. Bienvenue à la Côte d'Ivoire, vive le GPS.
Merci beaucoup, Madame la Présidente Wassa Coulibaly. Je pense que c'est avec beaucoup de joie que nous avons écouté la présidence de Génération et Peuple Solidaire. Et sans plus attendre, nous allons donner la parole à celui-là même qui nous édifie matin, midi et soir. Et l'opinion publique africaine est dans sa grande majorité dans le monde francophone et aussi dans le monde anglophone, puisque M. Conklin Nancy parle plusieurs langues. C'est aussi la richesse de ce grand monsieur. Ce monsieur-là même, qui est un philanthrope, qui est un poète, écrivain, philosophe, engagé dans l'émancipation et la renaissance de la jeunesse africaine, panafricain dans l'âme, toujours engagé au péril de sa vie, persécuté matin, midi et soir. On a ces personnes qui disent la vérité au péril de leur vie, matin, midi et soir. Et nous allons donner la parole à M. Conklin Nancy, qu'on appelle communément en Afrique Docteur Preux. Le docteur des preuves. Docteur Preux. Docteur des preuves. Merci. Nous avons Conklin Nancy, sous ovation. Merci. Le docteur Conklin Nancy, je vous en prie. Merci. Merci. Camarades, délégués de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire au Royaume-Uni, chère Wassa Coulibaly, chère sœur bien-aimée, grand peuple de Côte d'Ivoire ici rassemblé à travers toutes ces grandes familles politiques, à commencer par le Parti de l'indépendance ivoirienne, le PDCI-RDA, représenté par une grande famille politique aussi, celle par laquelle le président Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, a repris son bâton du pèlerin, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous avons ici, représentant nos camarades du mouvement des jeunes générations, de notre mère et aînée bien-aimée, Madame Simone Gbagbo, des dignes femmes et fils de la Côte d'Ivoire debout, toujours debout, et déterminée à s'occuper d'elle-même et à ne pas attendre que le miracle vienne du ciel, comme autrefois tombait la manne. Au moment de prendre la parole ici, camarades, je voudrais remercier toutes les petites et les grandes mains de la délégation Génération et Peuple Solidaire du Royaume-Uni, représentant le leader de notre mouvement, son Excellence le président Guillaume Touba Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, président de Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais remercier toutes les mains qui ont rendu possible cet événement. Et camarade Wassa Coulibaly, la présence de la diversité ivoirienne dans cette salle est la preuve de la profondeur de ton cœur. Les Ivoiriens savent que tu aimes les gens. Et c'est pour cela que par-delà les différences de sensibilité politique, à ton appel, chaque fois que je suis venu dans cette place de Londres, ils répondent toujours comme un seul homme. Nos hommes de Dieu et femmes de Dieu ont parlé. Et ils ont indiqué qu'à l'instant même où nous parlons, le souffle que nous utilisons pour proférer des mots dans ce micro nous est octroyé provisoirement par le maître de tous les êtres. Celui qu'on appelle tantôt Kolotiolo, Nyamien, Lago, celui que mes ancêtres camerounais appellent Nyambé, Nzambé, Nzamba, celui que les juifs appellent Yahvé, Jéhovah, les musulmans Allah,
Il est à chaque instant la seule garantie pour chacune et chacun d'entre nous. Car au bout du compte, on devra quand même mourir. Mais comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka du Congo, toutes les morts n'ont pas la même signification. Je ne voudrais manquer de considération et d'estime à personne de celles et ceux qui sont rassemblés ici. Et bien que ma mémoire ne soit pas parfaite de toutes les familles ici présentes, que chacune et chacun des êtres humains, c'est-à-dire divins, présents dans cette salle, se sentent co-responsables de la réussite de ce moment extraordinaire qui a commencé. Et je me joins à vous pour remercier celui auquel nous devons tout, d'avoir rendu possible l'instant que nous vivons. La camarade Wassa Coulibaly m'avait demandé, en tant que chargé de la commission formation et livre de notre mouvement, de venir délivrer une conférence introductive, une ouverture de débat sur la vision de Génération et Peuple Solidaire pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025. J'habite à 70-80% de l'année en France, en Normandie, à Rouen. Et pour venir de France à cet endroit-ci, il suffit de prendre un passeport, d'aller soit à la gare du Nord, soit à la gare de Lille, et de prendre un Eurostar qui traverse la Manche et qui nous amène ici. Je n'imaginais pas que ce voyage, lui aussi, serait une épreuve. Une épreuve à mettre au comptant des épreuves que subit le grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Le peuple de mes beaux, celui qui m'a offert 4 enfants, de 24, 22, 12 et 5 ans. Le peuple dont je suis devenu un fils adoptif et dont j'ai épousé le combat en épousant la fille. Oui, je ne savais pas qu'un simple déplacement entre Rouen et Londres devait s'inscrire dans l'histoire de la souffrance dans laquelle le peuple de Côte d'Ivoire se trouve jusqu'aujourd'hui. Et cela depuis 35 ans, du fait d'un seul individu qui a décidé de prendre en otage le destin d'une nation la plus hospitalière d'Afrique, la nation ivoirienne. Et de transformer sa gentillesse en une foutaise. De cracher dans la main du peuple le plus accueillant de la terre africaine actuelle. Le peuple synthèse d'Afrique. Mes compatriotes de mon pays natal, le Cameroun, osent se prénommer le continent. Alors qu'ils sont incontinents en termes d'intégration africaine. La Côte d'Ivoire est le plus grand pays d'intégration africaine. Et par conséquent, le pays qui intègre le plus les Africains doit être le pays que les Africains respectent le plus. Car dialectiquement, si je te donne le meilleur de moi-même, tu dois me donner le meilleur de toi-même. Je voudrais, avant d'entrer dans le thème qui nous rassemble, Madame la déléguée générale et chers camarades ici rassemblés, vous raconter l'histoire de mon périple pour que vous voyez que cette histoire est la reproduction de l'histoire du périple de la Côte d'Ivoire depuis 35 ans. Je compte bien, depuis l'apparition en 1989, comme un cheveu dans la soupe dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire d'un homme, Alassane Dramane Ouattara. Un homme dont les scientifiques s'accordent à dire qu'il serait né 3 fois dans la même vie. C'est le journal Afrique Éducation, basé à Paris, qui a mené l'enquête. Ce n'est pas Niamsi, ou Cameroun, ou Africa, ou Côte d'Ivoire. Afrique Éducation a identifié 3 dates de naissance pour le même individu. Une à Ouagadougou, une à Banfora, et puis une autre à Dembokro, où mes beaux, les Baoulés, se sont pressés de l'appeler Aosimben. C'est-à-dire celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. Je vais parler, comme on dit aujourd'hui, ben, parce que j'ai échappé au dragon. Je sors du ventre du dragon, moi qui suis devant vous là. Les dents du dragon
ont laissé des traces actuellement dans mon dos. Je prends donc le train à Rouen. Je descends à la gare du Nord. Je descends à la gare Saint-Lazare. Je prends un taxi qui m'amène gare du Nord. Je m'installe gare du Nord. Comme on a le droit de boire quand même une petite bière, nous qui ne sommes pas musulmans, je m'assois dans un petit gloglo pour taper un petit 25 centilitres de bière en attendant mon train. Et comme je sais que les autorités françaises ont pris l'habitude depuis 3 ans de me fouiller comme si, je ne sais pas, ils étaient à la recherche de l'or du Pérou, j'arrive toujours 3 heures en avance sur l'heure de sortie de France. Comme ça, ils ont le temps de faire toutes leurs enquêtes, leurs questions. Je suis habitué à eux. Donc, j'arrive 1h30 avant le départ du train qui devait partir à 21h11 à la gare du Nord. J'ai mon passeport français, j'ai mon billet que la délégation a réservé pour moi. Tout est en règle, sauf que l'officier français de police prend mon passeport et se retire pendant 40 minutes. Je dis, comme dirait le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça commence là. On arrive à 20h40. Le train doit partir à 21h11. À 20h40, l'officier de police français me remet mon passeport en disant « Allez-y ». Je lui dis « Mais on va pas y aller comme ça. Allons-y doucement. Dites-moi pourquoi, pendant 40 minutes, vous avez ce passeport. » Et nous nous expliquons un peu. Vous devez savoir qu'à la gare du Nord, vous finissez le contrôle à la frontière française, paf, vous passez, il y a tout de suite le contrôle à la frontière anglaise. Donc pendant que je faisais cette discussion pour savoir pourquoi ils ont gardé inutilement mon passeport, les officiers de police de la frontière anglaise voyaient. Donc quand j'arrive à leur niveau, ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, entre vous et les officiers de police français ?» Je dis « Mais ça fait 3 ans qu'ils me tracassent pour toutes sortes de choses. J'ai même porté des plaintes. On ne veut même pas ouvrir l'affaire au tribunal. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit dans leurs ordinateurs à mon sujet, etc. » Ok, nous devons mener une enquête sur les raisons pour lesquelles vous avez fait 40 minutes d'examen au poste français. Et selon la loi anglaise, immédiatement, je suis mis en état d'arrestation. Oui. Et c'est là que je vois la différence entre le fonctionnement administratif de la France et le fonctionnement administratif britannique. Et je voudrais saluer et remercier les autorités britanniques. Parce que c'est grâce à elles que je suis arrivé ici, après la bénédiction du Tout-Puissant. Quand on vous prend votre passeport, côté français, on ne vous donne aucun papier qui prouve qu'on vous a pris votre passeport. Vous êtes là, sans passeport, on est parti avec. Et ça pourrait être une affaire de chacun, parole contre parole. Non, on n'a pas pris votre passeport, prouvez qu'on a pris votre passeport. Mais quand j'arrive de l'autre côté, ils prennent mon passeport, ils me remettent immédiatement un papier qui me met en garde à vue en marquant l'heure à laquelle ils ont pris le passeport. Et le motif pour lequel ils ont pris le passeport. Il s'agit d'examiner en profondeur les informations pour savoir si je mérite d'entrer au Royaume-Uni et si je ne suis pas dangereux pour la sécurité du Royaume-Uni. Je vais rester là-bas pendant 40 minutes. Le train part à 21h11. C'était hier. Ils viennent à 21h45 et ils me disent, Monsieur Niamsi, on a demandé au Foreign Office de regarder votre fiche. Il y a des choses qui sont dites par la partie française à votre sujet. On leur a demandé des faits. Parce que nous, les Anglais, when we charge somebody, we give facts. We prove that he has committed some fault against the law. So we ask them, what has he really done? You say it's a dangerous person. You say maybe he's somebody who can destabilize all a continent. Give us the facts. Where has he beaten somebody? Where has he killed somebody? Where has he stolen some money? Where has he put some trouble in the public space? Give us the proof. Ils me disent donc à 22 heures pratiquement, après leur enquête, que la partie française ne leur a donné aucun fait. Voilà pourquoi ils me disent, si vous tenez à venir absolument en Angleterre, essayez de venir quand même demain à 6 heures. Parce que nous lançons une enquête de 6 heures de temps sur vous.
Et demain à 6 h, on saura si vous méritez d'entrer en Angleterre ou pas. Je leur dis, je reviendrai à 6 h. Après ma garde à vue, je sors de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord, je loue un hôtel, je passe la nuit à côté de la gare du Nord et à 6 h, je reviens. En sachant bien que je reviens pour repartir en garde à vue. Le contrôle français passe, parce qu'ils m'ont déjà suffisamment contrôlé maintenant. J'arrive au contrôle anglais, on me remet en garde à vue. On me fait installer et on me dit au bout de 40 minutes, mais juste à temps avant le train de 7h12, on me dit, l'enquête de 6 h a établi que vous faites l'objet d'accusations sans des faits associés à ces accusations. La partie française interrogée ne nous a pas donné un fait. Vous n'avez pas battu quelqu'un, vous n'avez pas frappé quelqu'un, on ne vous a pas attrapé avec une arme, vous n'avez rien fait à personne. Mais vous êtes présenté comme un individu dangereux, très dangereux, ennemi de l'Occident. Un individu à surveiller de très près et qui serait le compagnon du plus grand terroriste de toute l'Afrique de l'Ouest. Un certain monsieur Guillaume Soro. J'ai dit, hein? Mais écoutez, est-ce que vous me permettez d'entrer au Royaume-Uni malgré ces accusations infondées? Ils disent, notre loi ne nous donne aucun motif pour vous empêcher d'entrer au Royaume-Uni because there is no fact against you. L'officier m'a pris, m'a amené dans le train. Il m'a installé dans le train. Et il m'a dit, where you are going there, some of our colleagues should or could ask you more questions. Please give them answers and explain them what is the problem. Donc quand j'arrive à la gare de Londres, Pancras, il y a 7 policiers qui viennent me chercher. Dès que je mets le pied comme ça, on dit, ah, le voilà. Je dis, je pense à mon président Guillaume Soro. Je dis, Guillaume Soro, président, ce que tu as dit là est vrai. Quand poulet a mal à la tête, on dit c'est nous. J'arrive à Londres, ça fait 5 ans que je n'étais pas venu ici. 7 policiers pour moi tout seul. Il m'identifie et il me pose alors à ce moment une question dont je vous témoigne du contenu. What kind of problem do you have with a president of West Africa called Alassane Ouattara? Je dis, I have no personal problem with him. I am just a writer. I write some books like this one. Et là, je sors mes livres. La terrible razzia de Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. And just before, in 2019, I've written Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération. So, that man is very angry against me just because I criticize his dictatorship in Côte d'Ivoire. And that I criticize all French elites who are involved in that dictatorship everywhere in Africa. Et alors, à ce moment, l'officier de police me dit, est-ce que vous savez que le monsieur a rédigé un livre sur vous? Et qu'il demande qu'on vous arrête pour vous envoyer de force en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on m'avait dit ça, mais je ne savais pas. Monsieur Ouattara a dit que vous êtes un individu qui peut détruire un pays entier. Que votre présence dans un espace est à elle seule l'équivalent d'une menace de bombe. Monsieur Ouattara dit que vous et votre leader Guillaume Soro, vous êtes les plus grands détenteurs d'armes que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connus. Et que vos caches n'ont pas toutes encore été repérées. Monsieur Ouattara dit que c'est vous qui avez installé, avec votre leader Guillaume Soro, le colonel Goïta à la tête du Mali. C'est vous qui avez installé le capitaine Traoré à la tête du Burkina Faso. C'est vous qui êtes derrière le coup d'État qui a fait tomber Bazoum. Nous avons lu le rapport et nous avons estimé que it is too much for one person. Ouais, dis donc, comment on dit chez moi, voilà. We are looking at you. You are taller, but you just write books and you make some conferences.
no gun, no violence, nothing. You are an advisor to Guillaume Soro since 2012. You were not even in Côte d'Ivoire when there was events of war in 2002. You were in France. You are a French civil servant teacher for 21 years now. And on Monday, you have a class of philosophy. How can they give a class of philosophy to somebody who is dangerous? And for 21 years. Mr. Nyamsi, we just give you an advice. Never go in one of those countries where Mr. Ouattara has good relations. Because we cannot guarantee that we'll get out from there being alive. Welcome in England. In England, we forbid violence. We forbid any violation of our law. But freedom of speech is free. Freedom of thought is free. Freedom of dissent is free. So we permit you to enter in England and to have a good weekend. Je tenais à vous rapporter ce récit en raccourci. La différence entre le néocolonialisme français qui a déteint sur les républiques bananières d'Afrique francophone et la tradition du respect du rule of law dont les Britanniques, qui sont pourtant une ancienne puissance coloniale, se sont fait les champions. J'ai vu la différence de traitement en une soirée. Donc j'ai fait 3 gardes à vue. Et je dis les 2 dernières gardes à vue, je les ai faites exprès parce que j'avais affaire à une administration qui m'expliquait ce dont on m'accuse. Depuis 4 ans que je suis persécuté en France, les autorités françaises ne m'ont jamais dit ce dont elles m'accusent. On m'a arraché des passeports, on m'a fermé des comptes bancaires, on a voulu me chasser de mon travail, on ne m'a jamais dit exactement ce que j'ai fait. Les Britanniques, d'hier à aujourd'hui, ont ouvert tout le dossier sur la table et m'ont tout dit. Et je tiens à vous demander, vous qui vivez en Angleterre, d'adresser des remerciements aux autorités britanniques pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans le traitement de mon cas. C'est par leur volonté de marquer leur différence que je suis ici devant vous. Le président Guillaume Soro, que j'ai alerté très tôt, était vraiment stupéfait et choqué de ce qui m'arrivait. Et se demandait comment M. Ouattara peut avoir l'ambition d'arrêter un citoyen français en Angleterre et de l'amener en Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait en fait une modification de son état psychologique, lui, Alassane Ouattara. Est-ce que quelqu'un de normal peut imaginer un tel schéma? Tu vas arrêter un citoyen français en Grande-Bretagne pour l'amener en Côte d'Ivoire. Mais dans quel état est-il quand il pense ça? Se demandait notre leader. Je tenais à vous apporter ce témoignage pour vous dire que la manière dont il veut nous traiter depuis plusieurs années, il a tenté par 10 fois de kidnapper le président Guillaume Soro. Moi, j'en suis pratiquement à la 7e tentative. Il lui arrive de vouloir qu'on fasse faire des escales techniques à mes avions. Quand je suis en train d'aller au Mali, à la dernière minute, on veut modifier l'itinéraire. Parce qu'il faut que j'atterrisse au Bénin ou au Ghana, où il a des acolytes qui vont me ramasser pour lui donner. Bon, un monsieur qui passe son temps à kidnapper ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, est-ce qu'on peut sincèrement considérer que sa décrispation est sérieuse? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je suis un conseiller du président Guillaume Soro. Je n'ai pas confiance en M. Alassane Draman Ouattara. Je ne peux pas lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'en venant ici, rencontrer nos camarades de la délégation, j'ai voulu vous apporter ce témoignage pour que vous voyez que c'est cette incertitude qui pèse sur la Côte d'Ivoire depuis plus de 35 ans. Ce que je viens de raconter, mais le président Laurent Gbagbo a vécu ça 10 000 fois plus que moi. Le président Bédié qui est dans la tombe, qui se prépare à aller dans la tombe, a vécu ça 10 000 fois de plus que moi. Il lui a envoyé des hommes armés dans sa chambre à coucher. Voilà quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Il n'y a pas homme ou femme politique ivoirien de premier choix qui n'ait pas été humilié, traumatisé dans sa vie privée par un seul individu qui tient à ce que tout le pays soit tenu par la peur. Profondément mauvais. Profondément mauvais. Et vraiment, c'est un témoignage parce que, imaginez, un père de famille se déplace pour rencontrer ses camarades, on le kidnappe, on l'amène en Côte d'Ivoire. C'était pas prévu, ça. Bon. Maintenant, chers camarades, après ce témoignage que je voulais apporter,
venons-en au sujet. La vision de Génération et Peuple Solidaire pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025. Je vais traiter le sujet en 3 petits points pour permettre un échange avec la salle. Parce que nos frères et sœurs qui sont venus ont autant que moi, voire parfois même plus, des choses à dire. Mais il y a des mots de la conférence. La vision de GPS, le salut de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que la vision? Je pense qu'il faut distinguer dans la langue française deux